Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto sur le chapitre 1 du module de CAC M3205 qui s'intitule le coût par activité. Vous le verrez aussi nommé dans certains ouvrages ou sur internet. On appelle aussi cette méthode la méthode ABC ou la méthode par inducteur. Voilà, donc méthode par activité, méthode ABC ou méthode inducteur, c'est exactement la même méthode, il y a juste une terminologie qui peut être différente. Alors en fait, on va revenir un petit peu sur ce qu'on avait fait l'année dernière, sur le traitement des charges indirectes, donc calculé selon la méthode du coût complet, la méthode des centres d'analyse. Ça, c'était le programme de première année. Et donc, par rapport à ça, on a vu que on avait des centres de responsabilité. Et dans chacun des centres de responsabilité, on évaluait, grâce à des unités d'œuvre, la manière dont on allait répartir les charges indirectes de chaque centre de responsabilité. Cette année, en fait, on va toujours parler de centres de responsabilité, mais on va les détailler, on le verra tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on va les détailler par activité, et que la méthode, ici, s'appelle la méthode par activité. Alors, pourquoi changer de méthode? Déjà parce que de plus en plus, les entreprises depuis les années 90, on a arrêté un petit peu ce qu'on appelle la production de masse, c'est-à-dire qu'avant, j'ai pris l'exemple des constructeurs automobiles, il y avait très peu de modèles pour un même type de véhicule. Vous voyez, j'ai pris un vieux modèle, la 2 chevaux. À une époque, la 2 chevaux, elle était soit fabriquée en jaune, soit en vert, mais il n'y avait pas d'autres possibilités. C'était donc une vraie production de masse. Et ça, ce n'est plus le cas depuis le début des années 90, puisque les consommateurs sont devenus de plus en plus exigeants et ont besoin de se différencier de plus en plus. Et qu'en plus, les méthodes de production, grâce à la robotique principalement, permettent justement de faire évoluer très rapidement ou de modifier très rapidement l'appareil de production pour permettre des productions individualisées en petites séries. Donc là aussi, vous voyez, j'ai pris un exemple typique, c'est des Citroën DS, et en fait, on peut vraiment les personnaliser le plus possible, que ce soit au niveau des équipements extérieurs ou intérieurs. Et donc, c'est répondre à une nouvelle demande des consommateurs qui cherchent des produits vraiment qui leur ressemblent, qui soient uniques sur le marché. Et je répète, en plus de cette demande des consommateurs, de ces exigences des consommateurs, on peut se permettre de le réaliser puisque de nos jours, la robotique, l'automatisation de la production permet en effet très rapidement de changer l'appareil de production pour répondre à différentes exigences et à différentes modifications du produit. Voilà. Une dernière chose très importante, c'est que vous avez vu que quand on travaillait sur la méthode du complet, méthode des centres d'analyse, on distinguait évidemment les charges directes et les charges indirectes. Et en fait, de nos jours, depuis maintenant une trentaine d'années, il y a une prédominance des charges indirectes. Elles sont très importantes dans une entreprise. Quand on fait la proportion des charges dans une entreprise, en fait, il n'y a que 20% des charges qui sont directes et pratiquement 80% des charges qui sont indirectes. Ce qui veut dire que les charges indirectes, il faut vraiment trouver un moyen de les répartir convenablement sans se tromper parce qu'elles représentent 80% des charges d'une entreprise. Donc on a vraiment besoin d'avoir une méthode qui soit efficace pour la répartition des charges indirectes. Donc en conclusion, il va falloir qu'on trouve donc une méthode de calcul de coût qui soit plus proche de la logique économique de l'entreprise, je répète, qui n'est plus une production de masse, qui est une production en petite série, et qui, surtout, dans une société où les charges sont de plus en plus des charges indirectes, parce qu'elles ne concernent justement pas un produit unique, mais plusieurs produits différents. Donc il faut trouver une méthode qui permette de répondre à toutes ces contraintes économiques de l'entreprise. Alors, les constats actuels, et ça c'est ce qu'on vient de dire, et je vous ai dit, il y a 20 ans, 30 ans, même 90% des coûts étaient des coûts directs. Donc c'est vrai qu'on pouvait se dire que la méthode des centres d'analyse, où les coûts directs sont prédominants, était une bonne méthode parce qu'on n'avait que 10% de charges indirectes, et donc même si on se trompait un petit peu dans la manière de répartir ces charges indirectes, ça n'avait pas un impact énorme sur le coût d'un produit. De nos jours, la pyramide est totalement inversée, c'est-à-dire qu'en fait, de nos jours, les charges directes sont beaucoup plus importantes que les charges indirectes.
Et donc, par rapport à ça, ça veut dire qu'il faut absolument ne pas se tromper quand on décide de répartir les charges indirectes. Il faut donc trouver le bon moyen de répartition et la bonne unité d'œuvre pour répartir ces charges indirectes parce qu'elles représentent entre 70 et même plutôt 80% des coûts totaux d'une entreprise. Donc c'est ce que je vous ai dit précédemment. Il faut vraiment faire attention à ça maintenant, surtout à la manière de répartir les charges indirectes. Deuxièmement, et je reviens sur ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, avant on avait un passage, un système qui était fondé sur les économies d'échelle, c'est-à-dire que plus on produisait, moins le coût unitaire du produit était important. Donc ça c'est la production de masse, hein, voilà. On pouvait faire ça, mais dans ce cas-là, quand on produit énormément de produits pour diminuer le coût unitaire d'un produit, on a souvent un produit uniforme, un produit toujours identique. De nos jours, on a besoin donc d'un système qui soit basé sur la diversification. Et donc, l'économie d'échelle n'est plus trop un critère, de décision dans une entreprise. Deuxièmement, de nos jours, il n'y a pas que le calcul du coût qui est, un axe de décision dans une entreprise. Hein. Il faut prendre en compte aussi d'autres critères. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le problème de la qualité, le problème du prix, puisque la concurrence est de plus en plus importante, mais aussi tout ce qui est lié au délai de livraison, au service après-vente. Donc il n'y a pas que le critère coût qui est pris en compte pour déterminer, on va dire, de l'efficacité d'un produit. On doit prendre d'autres critères en compte, et des fois c'est des critères qui ne sont pas du tout liés aux charges, hein, comme le problème de la qualité ou des délais de livraison. Donc encore une fois, il va falloir trouver une méthode qui prend en compte l'ensemble de ces éléments-là pour déterminer l'efficacité d'un produit. Autre chose, on l'a vu tout à l'heure, on l'a dit, hein, si on peut se permettre d'avoir une production de plus en plus diversifiée, c'est parce que la majorité de l'appareil de production est automatisé de nos jours. Et donc, on est passé d'une automatisation et une robotisation très importante, et bien vraiment en dépit de la main-d'œuvre, hein, parce que c'est la main-d'œuvre qui, la main-d'œuvre directe qui est de moins en moins importante. Donc ça veut dire que tout ce qui est l'appareil de production mécanique, hein, robots, chaînes de production et tout ça, ce sont des charges indirectes, hein, parce qu'elles peuvent concerner plusieurs produits. Donc ça augmente encore l'évolution de la technique de production, ça augmente aussi donc le niveau des charges indirectes. Et puis encore une fois, et je vous l'ai dit juste avant, on doit prendre en compte de plus en plus de critères pour vérifier l'efficacité ou se rendre compte de l'efficacité d'un produit. Et le critère coût n'est plus le seul critère qui doit être pris en compte. On l'a dit juste avant dans le diaporama d'avant, il y a d'autres critères qualitatifs qui peuvent être, je l'ai dit, la qualité, le service après-vente, le degré de satisfaction des clients qui doivent être aussi pris en compte. Donc, conclusion, on va essayer de trouver une nouvelle méthode, et cette nouvelle méthode, en fait, elle va s'appuyer sur les critiques de la méthode qu'on utilisait l'année dernière, qui était la méthode du coût complet. Je vous rappelle que l'année dernière, la méthode du coût complet, des centres d'analyse, en fait, pour répartir les charges indirectes, on prenait principalement ce qu'on appelle des éléments quantitatifs ou volumiques. C'est-à-dire qu'on répartissait nos charges indirectes en fonction du volume de production, en fonction des heures machines, des heures de main-d'œuvre. Vous voyez, c'est toujours des critères, ce qu'on appelle des critères volumiques. C'est-à-dire que plus on avait de volume de production, plus le coût d'unité d'œuvre était faible. Plus on avait d'heures machines, plus le coût d'unité d'œuvre de l'atelier était faible. Donc ça veut dire qu'on était vraiment dans une logique de production de masse, ce qui n'est plus le cas de nos jours. Donc conclusion, on va essayer de trouver notre méthode. Une autre critique du coût complet, c'était, on l'a vu l'année dernière en fin d'année, hein, le choix de répartition des charges directes, c'était très subjectif parce que si on changeait la méthode de répartition d'un centre d'analyse, eh bien, ça pouvait changer la rentabilité d'un produit par rapport à un autre. Donc, en fonction de la manière dont on répartissait les charges indirectes, on pouvait avoir des visions différentes de la rentabilité d'un produit et donc prendre des décisions stratégiques qui pouvaient être opposées. Donc, encore une fois, peut-être que la manière dont on utilisait la répartition des charges indirectes l'année dernière était trop subjectif. Voilà. Donc, il faudra peut-être trouver une méthode qui permet de mieux répartir ces charges indirectes.
Une dernière chose, l'année dernière, on parlait de répartition en fonction de centres de responsabilité. Il y avait le centre approvisionnement, le centre production, le centre distribution. Vous voyez, ça correspond en fait à des services dans l'entreprise. On raisonnait sur la globalité des charges d'un service qu'on essayait de répartir en fonction d'une unité de répartition. Cette année, avec la méthode par activité, on va non plus s'attacher aux services qui sont dans l'entreprise, mais des activités qui sont dans l'entreprise. On va raisonner sur les activités. Et on va voir qu'à l'intérieur d'un centre de responsabilité, eh bien, il y a plusieurs activités. Donc en fait, on va détailler beaucoup plus les charges indirectes. Donc, pour l'instant, en tout cas, il va falloir trouver, encore une fois, une méthode qui permette de répartir de manière plus logique et surtout beaucoup plus proche de la réalité de l'organisation de l'entreprise, les charges indirectes de l'entreprise. Et donc, évidemment, vous avez compris, la méthode qu'on va utiliser, c'est celle que je vous propose, qui est la méthode par activité. Alors, je vous fais un petit schéma de ce qui se passait l'année dernière pour que vous compreniez. L'année dernière, donc, c'était la méthode des centres d'analyse. J'ai pris l'exemple d'un seul centre, le centre approvisionnement. Donc, il y avait un montant de charge global dans le centre approvisionnement. Et puis, voilà, il y avait une manière de répartir ces charges. Par exemple, on pouvait répartir les charges du centre selon les kilos achetés. Ce qui veut dire que plus on achetait de kilos, plus le coût au kilo était faible dans le centre approvisionnement. En tout cas, pour un centre de responsabilité, une seule manière de répartir, ce qui est peut-être un petit peu restrictif. Cette année, dans la méthode donc par activité, eh bien, toujours ce centre approvisionnement, c'est le même, on va, plutôt que de le garder en global, comme ça, et de le globaliser, on va essayer de détailler les différentes activités qui sont dans ce centre. Par exemple, il peut y avoir une activité de logistique dans ce centre, une activité de traitement des commandes fournisseurs, une activité de gestion de stock, une activité de maintenance informatique. Voilà, c'est des exemples que j'ai pris. Donc, c'est-à-dire que le centre est détaillé en différentes activités. Et le montant global des charges qui seront de ce centre seront après répartis par activité. Donc, vous voyez, on commence déjà à détailler un peu plus la provenance des charges indirectes en fonction non plus du centre, mais en fonction des activités du centre. Et derrière, eh bien, chaque activité va trouver une manière d'être répartie. Par exemple, l'activité logistique pourrait être répartie en fonction du nombre de livraisons. L'activité traitement des commandes fournisseurs en fonction du nombre de fournisseurs, etc. Donc ça veut dire que par rapport à la méthode de l'année dernière, un seul centre avec un montant de charge global et une seule manière de répartir, cette année, le centre détaillé en différentes activités, donc la globalité des charges réparties en fonction des différentes activités, et dans ces différentes activités, une manière de répartir différente, et surtout une manière de répartir qui correspond plus à l'activité. D'accord? Si on décide de répartir les charges liées à l'activité du traitement des commandes fournisseurs, c'est plus logique de répartir en fonction du nombre de fournisseurs que l'entreprise a, plutôt qu'en fonction des kilos achetés, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on détaille beaucoup plus la répartition des charges du centre, et deuxièmement, on la répartit en fonction d'un indicateur qui est beaucoup plus proche de la réalité. Donc c'est cette méthode-là qu'on va utiliser pour la répartition des charges indirectes. On utilisera donc cette méthode par activité. Alors, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre en fait d'atténuer ce qu'on appelle l'effet de subventionnement. C'est quoi l'effet de subventionnement? C'est en fait un effet où, comme on répartit des charges indirectes, et bien, si une partie des charges indirectes est répartie sur un produit, l'autre partie est répartie sur un autre produit. Mais si on change la manière de répartir, c'est ce qu'on appelle le système des vases communicants. C'est-à-dire que les charges vont s'imputer non plus sur le premier produit, mais sur le deuxième. Et c'est ça qui va fausser la rentabilité du produit. Donc en fait, il faut éviter le plus possible cet effet de subventionnement que l'on voyait l'année dernière quand on changeait la clé de répartition d'un centre d'analyse. Et pour éviter donc cet effet, ou en tout cas atténuer cet effet de subventionnement, eh bien, il faut essayer de détailler le plus possible la répartition des charges indirectes. D'où, dans votre cours, un exemple de la manière dont on peut atténuer l'effet de subventionnement en utilisant la méthode ABC, la méthode par activité. À côté de cet effet de subventionnement, on a l'effet taille des séries. Et ça, c'est lié au fait que la production est de plus en plus individualisée, donc on va produire en petites séries. La méthode du coût complet ne pouvait pas tenir compte de cet élément-là, puisque
on produisait en fonction d'un volume de masse, production de masse. Là, en fait, on va produire en fonction de petites séries, parce que c'est les exigences maintenant de nos consommateurs. Donc, conclusion, il faut savoir que plus les séries sont petites, plus le coût de production est élevé. Il est plus coûteux de produire 5 produits légèrement différents de petites séries de 100 que de produire 500 produits identiques. Donc, conclusion, on va tenir compte de la taille des séries. Et la méthode du coût complet, je vous l'ai dit, ne permet pas de tenir compte de la taille des séries. Par contre, plus on va produire en grande quantité avec la méthode du coût complet, plus on va penser que la rentabilité du produit est grande, puisqu'on va répartir le coût sur un nombre d'articles important. Alors là encore, je vais revenir en arrière, excusez-moi, vous aurez dans votre cours la méthode, une explication quantitative et surtout une explication chiffrée de pourquoi la méthode ABC permet de tenir compte de la taille des séries et pourquoi c'est plus logique de tenir compte de la taille des séries. Enfin, dernier effet, c'est l'effet de productivité. L'effet de productivité, eh bien, c'est le fait que si, par exemple, on peut prendre le choix de répartir un centre de responsabilité en fonction des heures de main-d'œuvre. Et si on améliore la productivité d'un produit, eh bien, le coût de l'autre produit va augmenter à cause du gain de productivité réalisé par le premier produit, alors que normalement c'est pas logique. C'est pas parce que vous êtes plus productif sur un produit que l'autre produit devient moins rentable. Je m'explique par le biais d'un exemple. Regardez, je prends la situation initiale, vous avez des charges indirectes d'un atelier qui sont de 9 000 €. On décide de répartir en fonction du nombre d'heures. On utilise 600 € pour le produit A, donc consomme 600 heures de main-d'œuvre, et pas 600 €, excusez-moi, et on consomme 300 heures de main-d'œuvre pour le produit B. Donc en tout, on a 9000 heures de main-d'œuvre. Donc, comme on va répartir, eh bien, ça va faire 9000 divisé par 900 multiplié par 600, on va répartir 6000 € sur le produit A et 3000 € sur le produit B. Voilà, donc ça, c'est la situation initiale. Imaginez maintenant que nous soyons plus productifs, c'est-à-dire que nous ayons généré des gains de productivité sur le produit B. C'est-à-dire que le produit B, au lieu d'utiliser 300 heures comme dans la situation initiale, on en utilise plus que 230 heures. Alors que le produit A, lui, ne change pas. On doit toujours répartir 9000 €. On doit toujours répartir 9000 €. Mais maintenant, je vous le montre par le biais de la calculette, eh bien ces 9000 € ne sont plus divisés par 900 heures, mais par 830 heures. 600 et 230. C'est-à-dire que le coût de l'unité d'œuvre est maintenant de 10,84 €. Et quand on multiplie ce 10,84 € par 600 heures pour le produit A, on va tomber sur 6506 €. Vous voyez, et donc pour le produit B, pour 2494 €. Donc vous voyez qu'en fait, avoir réalisé des gains de productivité sur le produit B, évidemment, diminue les charges affectées au produit B, mais augmente systématiquement les charges du produit A, alors que le produit A n'a pas consommé plus d'heures. Ce qui veut dire que, encore une fois, la méthode du coût complet, eh bien, elle répartit un global de charges, et si un produit consomme moins de charges, c'est l'autre qui va en être impacté. Et donc, il faut qu'on trouve aussi un moyen de diminuer cet effet de productivité qui provient de l'utilisation de la méthode de l'année dernière, la méthode des centres d'analyse. Là encore, vous aurez un exemple dans votre cours. Voilà. Alors, la méthode ABC, qu'on appelle aussi la méthode par inducteur, la méthode aussi par activité, vous l'avez compris maintenant, l'objectif, c'est de mieux analyser et de mieux répartir les charges indirectes par rapport à la méthode de l'année dernière, qui était la méthode du coût complet. Alors pour ça, eh bien, on va, et on l'a dit tout à l'heure, on va plus se baser sur des centres de responsabilité, mais on va se baser sur des activités liées au centre. C'est-à-dire que dans chaque centre de responsabilité, on va déterminer plusieurs activités. Et puis ces activités vont consommer des ressources. Bon, ces ressources, ce sont des charges. C'est-à-dire qu'à chaque activité, on va affecter un montant de charge. Et puis après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a travaillé sur le centre approvisionnement, eh bien, chaque activité va avoir une clé de répartition. Alors là, il y a un problème de terminologie. L'année dernière, on parlait d'unité d'œuvre. Lorsqu'on travaille sur la méthode par activité, la clé de répartition, on appelle ça un inducteur.
mais c'est exactement la même chose, c'est la manière de répartir les charges indirectes. Ce qui va différer par rapport à l'année dernière, c'est qu'il y a certaines activités qui vont être réparties selon le même inducteur. Dans ces cas-là, pour éviter de faire des calculs complexes, eh bien, toutes les activités qui vont avoir le même inducteur, on va les regrouper ensemble. Et on va appeler ça un centre de regroupement. Parce qu'en fait, si elles se répartissent de la même façon, autant regrouper toutes les activités qui se répartissent de la même façon. Je vous montrerai tout à l'heure par le biais d'un exemple. En tout cas, la méthode ABC permet vraiment de détailler beaucoup plus la manière d'analyser et de répartir les charges indirectes. Alors, un petit schéma pour que vous compreniez. On a les charges directes, on les répartit en deux centres, parce que dans mon exemple c'est deux centres, le centre A et le centre B. Ça c'est comme l'année dernière. Bien, on a les charges indirectes qu'on répartit entre des centres de responsabilité. Ce qui diffère par rapport à l'année dernière, c'est que cette année, chaque centre va être découpé en plusieurs activités. Bon là j'en ai mis 2 par centre, mais j'aurais pu en mettre plus. C'est-à-dire que les charges de centre A vont être détaillées pour l'activité 1 et l'activité 2. Les charges du centre B vont être donc scindées en activité 3 et en activité 4. Donc c'est la deuxième étape. Troisième étape, si les activités 2 et 3 se répartissent grâce à la même méthode de répartition, qu'on appelle le même inducteur, on va regrouper les charges de ces deux activités ensemble parce qu'elles ont la même façon d'être réparties. Ça s'appelle un inducteur, donc elles ont le même inducteur. Je n'ai pas réparti les autres activités parce qu'elles se répartissent de manière différente. Je vous rappelle que c'est juste un exemple. Quand vous avez fait ça, et bien après, vous pouvez affecter au produit, donc moi j'ai deux produits, le produit X et le produit Y, vous pouvez affecter les charges des activités 1 et des activités 4 et de l'activité 2 et 3 qui ont été regroupées ensemble dans les deux produits qui sont les produits X et Y. Voilà. L'année dernière, on partait des charges indirectes, on avait le centre A et le centre B et directement on répartissait dans les produits X et Y les charges indirectes des centres A et des centres B. Là, on a tout cet élément-là supplémentaire de détail qui va permettre de mieux affiner la manière de répartir les charges indirectes. Je pense qu'il est bien de vous montrer ça par le biais d'un exemple, pour que vous compreniez bien un petit peu comment on va s'organiser au niveau des étapes de la méthode par activité. Donc, premièrement, je suis pris un petit exemple, une entreprise qui fabrique deux produits, A et B, et dont je vous ai donné les caractéristiques. C'est-à-dire que, vous voyez, A, on va en fabriquer 200, B, on va en fabriquer 150. Pour A, on va utiliser en tout 620 kg de matières premières, 415 heures de main-d'œuvre. Tout ça, ce sont des charges directes. Et puis après, ici, à partir de la taille des lots, des heures machines, du temps de présence et du nombre d'interventions, c'est le nombre d'inducteurs qui vont être utilisés pour A et pour B. Je vous mets aussi, parce qu'on aura besoin au bout d'un certain moment, le coût de l'heure de main-d'œuvre, 30 € de charges comprises, et le coût d'achat de la matière première qui est de 10 €. Dans un premier temps, avant de calculer le coût total d'un produit, on va vraiment s'occuper du traitement des charges indirectes. Alors, pour ça, vous avez besoin de connaître les charges indirectes, et voilà comment elles seront présentées maintenant. Ici, vous avez donc les deux centres de responsabilité, comme on avait l'année dernière, les deux centres de responsabilité, sauf que chaque centre, maintenant, est réparti par activité. Par exemple, le centre usinage a 1, 2, 3, 4 activités, et le centre montage a 1, 2, 3 activités. Chaque activité va avoir un inducteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque activité va avoir une manière d'être répartie. Par exemple, le réglage des machines sera réparti en fonction du nombre de lots fabriqués. La maintenance sera répartie en fonction du nombre d'interventions. Et après, vous avez la quantité ou le volume d'inducteurs. C'est-à-dire que dans l'usinage, 50 lots seront fabriqués. Dans la maintenance, on aura fait 10 interventions en tout. Et puis après, vous avez les charges qu'on appelle aussi dans la méthode par activité des ressources, les charges qui sont affectées à chaque activité de chaque centre. Donc, par exemple, pour le réglage des machines, le montant des charges qui est affecté, c'est 4 000 €. Donc, ce tableau-là, vous l'aurez tout le temps, vous ne pourrez pas l'inventer, on vous le donnera dans tous les exercices. Après, votre première étape, ça te sera de regrouper les charges d'activité
qui ont des indicateurs, des inducteurs communs. Je m'explique. Le nombre d'heures de machine, ici, il n'apparaît qu'une seule fois ici. Vous ne l'avez pas autrefois. Donc, ici, l'inducteur nombre d'heures de machine, les charges affectées, c'est 24 000 euros. Pas de souci. Le temps de présence, vous regardez vos inducteurs, il n'apparaît qu'une seule fois dans l'activité gestion d'équipe. Donc, vous mettez ici le temps de présence comme étant un inducteur avec le montant des charges, 46 200. Le nombre d'interventions apparaît deux fois. Il apparaît ici pour la maintenance de l'atelier usinage, mais il apparaît aussi ici pour la maintenance de l'atelier montage. Vous voyez qu'ils ont le même inducteur. Donc, autant les regrouper ensemble. C'est-à-dire que le nombre d'interventions, pour trouver 24 500, j'ai regroupé 18 000 et 6 500. Je peux les regrouper, c'est un centre de regroupement, puisqu'ils ont le même inducteur, donc la même manière d'être répartis. Vous allez le comprendre encore une fois avec le nombre de lots. Le nombre de lots, regardez, il sert à répartir l'activité réglage des machines, 4 000 euros. Il sert à répartir l'activité planification de la fabrication, 9 000 euros. Et il sert aussi à répartir la gestion des lots, 16 200 euros. Et bien, quand je fais 9 000 plus 4 000 plus 16 200, j'ai donc le total de mon inducteur qui représente en tout fait, en termes de charge, 29 200 euros. Alors ça, c'est la première étape. Quand vous aurez ça, il faudra penser à regrouper les charges des inducteurs qui sont communs. Deuxième étape, après, vous allez calculer le coût de l'inducteur. Alors là, c'est un peu la même chose que l'année dernière. C'est-à-dire que vous allez prendre les charges de chaque inducteur, vous allez prendre le nombre d'unités d'œuvre, là on appelle ça le volume de l'inducteur ou le nombre d'inducteurs, et le coût de l'inducteur, ça sera la charge divisée par le volume. Par exemple, pour le nombre d'heures machine, c'est 24 000 et le volume de l'inducteur, c'est 1200. Donc on fait 24 000 divisé par 1200, ce qui représente 20 euros pour un inducteur. Pour la maintenance, je vous rappelle qu'on a en tout 24 500. On a eu combien d'interventions? En tout, 10. Donc on fait 24 500 divisé par 10 et ça fait 2450. Donc ça, le coût de l'inducteur, ça sera votre deuxième étape. Et grâce à ça, après, vous pourrez calculer donc et surtout répartir les différentes charges indirectes dans les deux produits A et B en fonction justement des inducteurs qui sont consommés par les deux produits. Alors on continue. On continue, je remets le petit tableau qui va nous être utile maintenant pour calculer le coût de revient des deux produits. Et puis je remets le tableau qu'on vient de terminer et de commenter ensemble sur le calcul des coûts d'inducteur. Et maintenant, en fait, on va directement calculer le coût de revient des produits en séparant les charges directes des charges indirectes. Alors je vais m'expliquer. La matière première. Alors par contre, vous voyez, je travaillais sur un produit A et un produit B. Je n'ai pas travaillé sur les 200 produits A ou les 150 produits B. J'ai travaillé sur le coût de revient d'un produit. Des fois, vous travaillerez sur le coût de revient de la production globale, des fois sur le coût de revient d'un produit. C'est plus compliqué de travailler sur le coût de revient d'un produit, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là dans ce diaporama-là. Donc, pourquoi 3,1? Puisqu'on utilise 620 kg de matière première pour produire 200 produits A. Donc quand je fais 620 divisé par 200, je tombe sur 3,1. Donc c'est la quantité de matière première utilisée pour la fabrication d'un seul produit A. Le coût de la matière première, je vous l'ai mis, c'est 10 euros. On fait 3,1 fois 10, ça fait 31 euros. Bon, ça c'est assez classique, ça représente un petit peu ce qu'on faisait l'année dernière au niveau des charges directes. Pour la main-d'œuvre, pareil, on utilise 415 heures de main-d'œuvre pour produire 200 produits A. Donc si on produit qu'un seul produit A, on va faire 415 divisé par 200. Ça représente 2,075 heures de main-d'œuvre. 2,075 heures de main-d'œuvre. Et le coût de l'heure de main-d'œuvre, c'est 30 euros. Voilà. Bon, ça, c'est des choses qu'on avait vues l'année dernière pour les charges, pour le calcul des charges directes. Ce qui change un petit peu, c'est que l'année dernière, on ne travaillait jamais sur le coût de revient d'un produit, mais on calculait le coût de revient de l'ensemble de la production. Et là encore, vous adapterez à l'énoncé. Parfois, ça sera sur le coût de revient de l'ensemble de la production, parfois sur le coût de revient d'un produit.
Maintenant, on va parler de la répartition des charges indirectes. Cette fois, ici, on ne note pas les centres de responsabilité, on ne note pas non plus les activités, mais on note les inducteurs. Et on connaît le coût de l'inducteur, le coût unitaire de l'inducteur, parce qu'on l'a déterminé dans l'étape précédente, c'est ici. Donc on va noter nos 4 inducteurs et on va essayer de les répartir, en tout cas on va travailler sur le produit A. Prenons les heures de machine, le nombre d'heures de machine. En tout, vous voyez, on en a pour 1200. Mais 1200, c'est la quantité d'heures de machine pour les deux produits. Quand on regarde ici, le nombre d'heures de machine, c'est 800 pour A et 400 pour B. Mais en quantité ici, on ne va pas mettre 800, puisqu'on travaille sur un seul produit A. Donc comme tout à l'heure, on va faire 800, le volume d'heures de machine pour produire combien de produits A? Pour en produire 200. Et ça fait 4 heures machine pour un produit. Donc ici, on indiquera 4 heures machine, et on mettra le coût de l'inducteur à l'unité que l'on a trouvé dans l'étape précédente. Donc 4 fois 20 euros. Le temps de présence. Le temps de présence, qui est le deuxième inducteur que l'on va répartir, il est noté ici, c'est lié le temps de présence au montage manuel. Donc 220 heures et 200 heures. Donc en tout, vous avez bien vu que ça faisait 420 heures, c'est ce qu'on a réparti ici. Et ces 420 heures, eh bien, on va aller chercher combien ça représente pour un produit A. Donc pour ça, encore une fois, on fait 220, c'est le nombre de temps de présence, divisé par 200 produits A. Pour un produit A, ça représente 1,10 heures. Donc on note en quantité ici 1,10 heures. Le coût de l'inducteur étant de 110 euros, on fait 1,10 fois 110 euros. On poursuit avec le nombre d'interventions. Le nombre d'interventions, il est noté ici, c'est pour répartir la maintenance. En tout, on en a 9 pour A et 1 pour B, ce qui représente 10 en tout. Et à chaque fois qu'on réalise une intervention, ça a donc une répartition de charge indirecte de 2450 euros. Encore une fois, 9 pour A, mais pour 200 produits A. Donc pour un produit A, eh bien on va faire 9 divisé par 200. Et on va tomber sur 0,045. C'est la quantité qu'on mettra ici et qu'on multipliera par 2450, le coût de charge indirecte pour une intervention. Là, mon 2450 est pas très bien paramétré, mais il est ici, 2450. Ça fait 110,25. Enfin, on terminera avec le nombre de lots. On va produire donc des lots de 10 unités pour A et de 5 unités pour B. C'est-à-dire qu'un lot, ça sera 10 unités de produit A. Je vous rappelle qu'on produit 200 A. Donc ça veut dire qu'en fait, on produit 200 A, mais que dans chaque produit, chaque lot de A, il y a 10 unités de A. Donc ça veut dire qu'on a 200 divisé par 10. On va donc réaliser 20 lots pour A. 20 lots pour A. Et dans la même logique, pour B, je vais vous le faire à côté, on a 150 quantités de B fabriquées et c'est des lots de 5 unités. Donc quand on fait 150 divisé par 5, on va faire 30 lots de B. Là, vous voyez, 30 lots de B plus 20 lots de A, on tombe bien sur les 50 du volume de l'inducteur. Ici, les 50 du volume de l'inducteur. Alors, je vous rappelle que nous, on travaille sur un produit A, et que dans ces cas-là, eh bien, la taille des lots, c'est 10 unités. C'est-à-dire que pour un produit A, eh ben, le calcul, c'est un produit A divisé par 10, parce que c'est la taille du lot, 10 unités. Pour un produit A, ça représente 0,1 lot. 0,1 lot. Ce 0,1 lot, on le multiplie par 584 euros et on tombe sur 58,40 euros. Voilà, donc le coût de revient d'un produit A, c'est l'addition de tous les montants ici, ça représentera 462,90 euros. On utilisera exactement la même logique et la même méthode pour calculer le coût de production d'un produit B. Et encore une fois, je vous ai proposé le coût de revient d'un seul produit, parce que c'était assez plus complexe pour déterminer la quantité à chaque fois. Mais on aurait pu très bien travailler sur le coût de revient des 200 produits A et des 150 produits B. Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais par rapport à l'année dernière, avec la méthode des centres d'analyse, on n'a jamais parlé de stock initial, de stock final ou quoi que ce soit, parce que dans cette méthode-là, en fait, contrairement à l'année dernière, eh bien, on ne tient pas compte des stocks. Donc, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais de fiche de stock à réaliser. Vous aurez directement à calculer les charges directes d'un côté et les charges indirectes de l'autre pour calculer le coût de revient d'un produit.
mais vous n'aurez pas besoin de passer par ce stock de matières premières, puis ce stock de produits finis, puisque c'est une méthode qui ne gère pas les stocks. Donc pas de problème à ce niveau-là. En tout cas, de ce point de vue-là, la méthode est plus simple. Voilà, bon, j'espère que l'exemple vous aidera un petit peu à mieux comprendre les différentes étapes pour réaliser donc, un calcul de coût complet selon la méthode par activité. On va terminer avec les intérêts et les limites de cette méthode. Donc les intérêts, je pense que vous avez compris maintenant, on va mieux répartir les charges directes parce qu'on va les répartir de manière beaucoup plus détaillée et beaucoup plus précise. On va pouvoir voir aussi quels sont les services qui sont en sous-activité. Ça, on pourra s'en rendre compte grâce justement à la répartition des différentes, dans un même service, de plusieurs activités différentes. Donc ça, on pourra s'en rendre compte aussi. On va voir que comme on va mieux répartir nos charges directes et qu'on va les répartir grâce à des inducteurs beaucoup plus précis, on va diminuer l'effet de subventionnement d'un produit vers l'autre. Il n'y a pas de répartition de charges indirectes, vous savez, avec la répartition secondaire, comme l'année dernière, les prestations réciproques, etc. Parce qu'on vous donnera directement le montant des charges par activité. Donc on n'aura pas des centres auxiliaires et des centres principaux comme on pouvait avoir l'année dernière. Et comme je vous l'ai dit juste avant, et bien dans cette méthode, l'avantage c'est qu'on ne gère pas de stock. On n'a pas besoin de faire de fiche de stock. Donc beaucoup d'avantages, mais aussi quelques limites. Principalement, je pense que vous en êtes rendu compte, la méthode est lourde à mettre en œuvre pour déterminer des charges indirectes et la manière de répartir ces charges indirectes. Donc c'est un modèle qui est un peu complexe et quand on le fait manuellement, c'est vrai que c'est assez lourd à gérer. Et puis aussi, puisqu'on utilise énormément d'inducteurs différents, parfois, selon la manière dont on va répartir les charges, le coût va être différent selon le client ou selon les commandes que font le client, puisque on va s'adapter justement à la taille des lots, à l'effet de subventionnement, et ça risque de changer un petit peu pour deux clients différents qui vont commander la même chose, on risque d'avoir un coût qui peut être différent, et on va s'en rendre compte quand on travaillera sur les exercices. Voilà, donc c'était un chapitre un peu long, qui va nous demander de réaliser beaucoup d'exercices dessus pour bien maîtriser cette méthode. En tout cas, c'est une méthode qui est beaucoup plus précise pour la répartition des charges indirectes que peut être la méthode qu'on utilisait l'année dernière au niveau des centres d'analyse. Et comme je vous l'ai dit en introduction dans ce chapitre, 80% des charges de l'entreprise sont des charges indirectes. Donc il est primordial de trouver une bonne manière de répartir et d'affecter ces charges indirectes pour ne pas se tromper dans la détermination du coût de revient d'un produit ou d'un service. Donc c'est pour ça que la majorité des entreprises n'utilisent jamais la méthode du coût complet, celle qu'on a vue l'année dernière, mais plutôt cette méthode-là, la méthode par activité, la méthode des inducteurs, puisqu'elle est beaucoup plus lourde à mettre en place, mais beaucoup plus précise et beaucoup plus proche de la réalité économique d'une entreprise. Bon, je vous remercie d'avoir écouté ce petit diaporama et je vous souhaite bon courage en tout cas pour les exercices. Au revoir.